Bonjour à tous, ça marche. Euh, Bienvenue chez France Assureur, en présence dans les locaux, merci d'être là, et à distance. Donc au nom de France Assureur, de toute l'équipe, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence consacrée à la facturation électronique et à la transmission de données de transactions par voie numérique. Je tiens à remercier le MEDEF pour ce partenariat ainsi que l'ensemble des participants pour leur présence. Votre mobilisation témoigne de l'importance de cette réforme à quelques semaines de son entrée en vigueur. Ce projet n'est pas nouveau et a suscité de nombreuses questions opérationnelles. Pour le secteur de l'assurance, par exemple, dès la publication du rapport de la DGFiP au Parlement en octobre 2020, le fameux rapport sur la TVA à l'ère digitale et la phase d'expérimentation prévue par la loi de finances pour 2020. À l'époque, si vous vous souvenez, on commençait déjà à envisager des tests d'envoi de factures via Chorus Pro. Et notre priorité était claire, obtenir l'exclusion des opérations d'assurance, de réassurance et prestations de services afférentes. Du champ de la réforme, nous l'avons obtenu. Pour autant, les assureurs, comme les entreprises de tous les autres secteurs, restent soumises à une obligation de facturation électronique et de transmission de données de transactions pour toutes leurs opérations dans le champ de la TVA, avec tout ce que cela implique, l'identification des flux concernés, la revue des systèmes d'information, la coordination avec les opérateurs de dématérialisation et les plateformes agréées, même si elles ne s'appelaient pas comme ça à l'époque. À l'approche de cette échéance de 2026, nous avons souhaité réunir entreprises, représentants de l'administration et acteurs de l'écosystème pour faire un point de situation. Si les travaux de préparation sont largement engagés, de nombreuses questions demeurent sur les modalités concrètes de mise en œuvre et la coordination entre les différents acteurs. Je laisse maintenant la parole à Tania Saunier pour le MEDEF. Merci beaucoup Suzy. Alors je tiens à remercier chaleureusement France Assureur, toutes les équipes Suzy pour leur accueil, pour cette co-organisation et de nous accueillir dans ces locaux qui sont somptueux et dont on est très jaloux, je dois le dire, surtout nous, MEDEF en ce moment, on est en travaux. Je profite également de cette occasion pour remercier l'ensemble des associations professionnelles sectorielles qui nous ont accompagnés sur ce sujet facturation électronique. Et sans qui, sans ces associations, on n'aurait pas pu faire le travail aussi complet qu'on a fait. Le MEDEF est engagé sur le sujet facturation électronique depuis l'origine et on a toujours soutenu le principe de facturation électronique parce qu'on était convaincus que cela apportait de l'efficience et de la modernisation au sein des entreprises. Mais bien entendu, on a toujours aussi considéré que la réforme devait se faire dans des conditions de sérénité pour les entreprises. Donc, dans ce contexte, depuis de nombreuses années maintenant, puisque ça fait, je crois, plus de 5 ans, on remonte les points de blocage et on dialogue avec la DGFiP. Et je tiens à saluer la qualité de dialogue qu'on a avec la mission facturation électronique. Plusieurs adaptations ont été obtenues sous l'impulsion du MEDEF et d'autres, notamment des reports de réforme quand on considérait que le calendrier était trop serré à tenir. Il y a certaines demandes sur lesquelles on n'a pas été tout à fait entendu. Je pense notamment au report des obligations les plus complexes de e-reporting au calendrier de VIDA, mais qui sait, on verra. Cela étant, en tout cas, à 10 semaines de l'entrée en vigueur du dispositif, alors c'est 10 semaines et quelques jours, nous sommes entrés dans une phase qu'on peut peut-être qualifier de critique et donc nous sommes dans une phase de forte mobilisation MEDEF et autres associations professionnelles. On remonte à la DGFiP certaines inquiétudes et préoccupations de cette dernière ligne droite et elles sont réelles. Parce que si de nombreuses entreprises ont bien avancé et se sentent globalement prêtes, eh bien, elles sont également inquiètes du niveau de préparation de l'écosystème, c'est-à-dire les plateformes, les éditeurs, les providers de services et les partenaires commerciaux. Et elles ont parfois le sentiment d'être dépendantes d'acteurs tiers pour passer les derniers jalons de leur projet. Alors on a beaucoup de préoccupations aussi chez certaines entreprises qui vont devoir faire face à la fois au e-reporting et au e-invoicing sur des périmètres et parfois des volumes qui sont absolument massifs.
Les questions concrètes qui nous remontent aujourd'hui sont assez simples, somme toute. Est-ce qu'il y a vraiment une capacité de l'écosystème à absorber la montée en charge? Comment sécuriser l'entrée en vigueur de la réforme si tout le monde n'est pas prêt au 1er septembre? Quel mécanisme de continuité peut-on envisager? On a beaucoup parlé avec la DGFiP de plan B. Alors le plan B, on a compris, ça ne vous convainc pas au niveau de la DGFiP, mais Sébastien Rabineau nous expliquera pourquoi. Et surtout, quelle garantie et quelle tolérance la DGFiP est-elle prête à accorder pour les entreprises qui se sont pleinement engagées de bonne foi? Est-ce qu'on a entendu des messages de bienveillance, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est de la sécurité juridique. Et donc, est-ce que la DGFiP peut confirmer par écrit si elle sera tolérance et de quelle tolérance on peut parler? Donc voilà ce que je voulais souligner côté MEDEF, et je repasse la parole à Suzy pour terminer ce mot d'accueil. Merci Tania. Donc les préoccupations qui viennent d'être évoquées sont celles que nous entendons tous aujourd'hui sur le terrain. Ces interrogations ne remettent pas en cause la réforme, elles traduisent au contraire la volonté des entreprises de réussir cette transformation. Comme cela vient d'être rappelé, la réussite de cette réforme dépend de la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés. Pour le secteur de l'assurance, comme pour tous les autres secteurs, les enjeux sont importants compte tenu de la diversité des flux et des partenaires avec lesquels les entreprises interagissent au quotidien. Les échanges de cet après-midi seront donc particulièrement utiles pour faire le point sur les avancées réalisées, partager des retours d'expérience, identifier les derniers points de vigilance. Il sera aussi intéressant d'entendre nos intervenants sur les points de difficulté qu'ils rencontrent encore à ce stade de leur projet et sur les solutions sur lesquelles ils travaillent. En termes d'organisation, nous commencerons donc par une keynote de Sébastien Rabineau, le directeur de projet facturation électronique à la DGFiP, suivie d'une table ronde animée par Vincent Barbet, qui représente le MEDEF au FNFE, donc le Forum national de la facturation électronique. Et nous finirons par des questions-réponses en privilégiant les participants en ligne, que je remercie d'utiliser le chat pour nous relayerons les questions en salle. Une pause sucrée est prévue à l'issue de ces échanges, mais qui permettront aux participants en salle d'échanger librement avec la DGFiP et les autres participants à la table ronde. Je remercie donc nos intervenants ainsi que chacun d'entre vous pour votre participation et vous souhaite une excellente conférence. Et pour ouvrir nos échanges, nous allons donner la parole à Sébastien Rabineau qui va nous présenter un point de situation sur l'avancement de la réforme et nous dire où nous en sommes concrètement. Sébastien. Merci beaucoup de votre invitation. Alors effectivement, il y en a qui comptent en semaines. Moi, j'ai tendance à compter en jours, 76. Donc ça veut dire qu'il reste 76 jours avant le passage à la facturation électronique. Ces 76 jours, on va... Alors, déjà, je vous le rassure, il y en a certains qui se posent la question. Je pense qu'il y aura des vacances dedans. Et pour nous, comme pour les gens qui sont dans les entreprises, mais on en reparlera. Ces 76 jours, il y en a certains qui vont compter double. Et donc, même si je suis un peu chargé en ce moment pour avoir les conversations dont on parlait, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Peut-être le début, c'est effectivement sur ces 76 jours, un état de la situation et de l'avancement de manière générale. On a 4,2 millions d'entreprises qui ont déclaré de la TVA l'année dernière. C'est un chiffre que vous n'avez peut-être pas à l'esprit en suivi de la réforme. C'est un chiffre qui est pourtant un peu plus pertinent probablement que les chiffres qu'on utilisait précédemment autour des 10 millions qui sont dans l'annuaire. Ils sont toujours dans l'annuaire, les 10 millions. Mais dedans, comme vous le savez, on a un peu des difficultés à faire le tri entre les entreprises vivantes, celles qui ont cessé d'être actives, celles qui sont un peu plus dures à aller chercher, celles qui doivent être là, etc. Donc on suit, en plus des 10 millions sur lesquels on continue à faire le suivi, une sous-population qui sont celles qui déclarent de la TVA. Pourquoi ? Parce que l'enjeu du 1er septembre et plus globalement de ce début de période d'activité de la réforme, c'est d'arriver à la masse critique qui permet d'avoir la bascule, et donc c'est d'arriver à avoir le tissu économique, les acteurs fondamentaux qui sont au cœur du tissu économique qui basculent. Et donc, un des éléments qu'il faut qu'on arrive à suivre pour savoir où on en est sur le déploiement, c'est la part des entreprises qui sont dans ces 4,2 millions, donc qui constituent un peu le cœur de l'activité économique et qui ont désigné une plateforme de réception.
Et donc ça, c'est un sujet qui accélère assez vite, et c'est un sujet sur lequel on a des attentes assez fortes en juin. Juin est un carrefour jusqu'au, grosso modo, de la période en ce moment jusqu'au 14 juillet. On est sur le carrefour central pour la réussite ou pas du déploiement. Il y a notamment une population qu'on attend très fort, c'est la population des entreprises accompagnées par des experts comptables, qui en réalité, pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons, aujourd'hui, les gens ont choisi souvent de confier un mandat à leur expert comptable, mais l'expert comptable n'a pas été au bout de la démarche et n'a pas désigné dans l'annuaire la plateforme qu'ils avaient choisie pour leurs clients. Donc ça, c'est vraiment massivement la situation au moment où on se parle. C'est motivé par des raisons qui sont à la fois des raisons d'organisation des travaux à l'intérieur de l'année comptable, puisqu'en réalité, les déclarations fiscales se sont terminées début juin, avec 3 jours de plus cette année que les années précédentes en termes de délai. Donc ça conduit à avoir un petit décalage dans le temps du moment où on peut consacrer de la charge à l'accompagnement de ce sujet-là dans les cabinets. Et puis, il y a aussi autre chose qui est vrai pour les experts comptables, qui est vrai pour les banques, qui est vrai aussi pour une partie des éditeurs de logiciels. C'est qu'on est dans une phase de conquête d'un marché nouveau et qu'il y a un brouillard de guerre commerciale qui continue à motiver les gens à ne pas forcément délivrer immédiatement les chiffres du nombre de personnes qui leur ont confié le soin de gérer leurs factures pour eux. Et donc ça, c'est vraiment... aujourd'hui, vous avez quelques entreprises qui ont une approche très simple, c'est que dès qu'ils ont un client, ils la mettent dans l'annuaire. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont très présents dans l'annuaire. Ça fait qu'on a presque plus de la moitié des 21% qui sont en réalité dans 2 ou 3 entreprises. 2 ou 3 plateformes qui gèrent ça. Et puis, il y en a qui ont une approche qui est beaucoup plus prudente et qui n'utilisent l'annuaire que pour tester que ça fonctionne correctement, mais qui n'ont pas envie de déverser l'intégralité de leurs clients au moment où on se parle. Et là-dessus, il y a une petite pression quand même, c'est que ça arrive avant les congés, donc avant le 14 juillet. Donc ça veut dire que c'est là aussi, il y a un carrefour un peu pour le sujet. Comme on a ce sujet de déploiement où on manque un peu d'indices pour suivre, on a fait un travail de sondage. Alors nous, la DGFiP, on en a fait un auprès des entreprises, des grandes entreprises qui sont gérées. Il y a eu un autre sondage qui a été fait par une plateforme qui fait un baromètre tous les ans depuis maintenant 7 ans et qui l'a fait auprès du même type de public. Et on arrive tous à la même, un peu à la même conclusion. Nous, on a aussi rencontré la plupart des grandes entreprises, en tout cas les plus gros facturiers. On a essayé de les rencontrer régulièrement. On arrive à peu près tous à la même conclusion, c'est que si je devais globaliser le discours qui est tenu par les entreprises, c'est que celles qui ont vocation à émettre à partir de septembre, elles ont une trajectoire qui leur permet de le faire pour l'essentiel de leur flux. Parfois, il y a quelque chose qui est un peu plus dans un coin et sur lequel ils ne savent pas très bien s'ils vont y être. Mais globalement, ça le permet, mais avec un niveau de tension, compte tenu des différentes évolutions qui doivent arriver, qui veut dire qu'elle s'expose probablement à être en retard sur une partie du sujet s'il y a des aléas, des risques qui se réalisent. Pour être très clair, donc quand on a fait les bilatérales avec les 20 plus grands facturiers, le discours typique c'était, vous comprenez, moi j'ai 3 plateformes, 50 applications remettantes, 12 ERP dans mes filiales, etc. Évidemment, aujourd'hui, j'ai mis les moyens, j'ai une trajectoire qui me permet d'être là au 1er septembre, mais ce serait quand même étonnant que je ne prenne pas un pet sur toute ou partie des projets informatiques qui se déroulent dans ce cadre-là. Donc ça veut dire que l'hypothèse que je sois en retard sur un morceau, etc., est assez forte. Comment vous pouvez me garantir que ça va bien se passer s'il y a quelque chose comme ça qui se produit? Donc c'est ça un peu le discours, l'état du sujet. Donc il faut être lucide sur le sujet. Moi, je vais être peut-être encore plus direct, mais c'est à moi de l'être sur le sujet. Il est absolument certain qu'on n'aura pas du tout le monde avec une adresse le 1er septembre et qu'on n'aura pas du tout le monde qui sera prêt à l'émission le 1er septembre. Je veux dire, c'est absolument certain. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas différent de ce qui s'est passé ailleurs, que le passé éclaire l'avenir et qu'on peut regarder chez nos voisins, et que le dernier déploiement en date, c'est la Belgique. À 2 mois de la réforme, ce qui est à peu près le moment où on est, ils étaient à 30%. Au moment où ils ont passé la barre, ils étaient à 65% de gens qui avaient désigné une adresse. 20 jours plus tard, ils étaient à 80 et aujourd'hui, ils plafonnent à 88. Donc ça veut dire que
je ne sais pas si ce sera exactement les mêmes chiffres et la même trajectoire, mais c'est à peu près certain qu'on fera face aux mêmes défis, à la même difficulté, aux mêmes gens qui vont être en retard, et en particulier aux mêmes craintes que ça peut susciter, parce qu'elles se sont exprimées aussi dans d'autres endroits où la facturation électronique s'est déployée. Il va y avoir les mêmes craintes de mais comment je vais faire pour protéger ma trésorerie, etc. Et cette crainte-là, il faut l'affronter. C'est l'objet de la plupart des conversations que j'ai en ce moment. C'est comment on arrive à sécuriser le dispositif de ce point de vue. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Je peux peut-être vous dire aussi ce qu'on se fait en ce moment en termes d'accompagnement des entreprises. On a rencontré beaucoup de secteurs. Il y en a un certain nombre qui sont représentés dans la salle ou qui sont sans doute en ligne. Il y en a d'autres que j'ai croisés dans d'autres circonstances, mais on a vraiment rencontré beaucoup de secteurs. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un, mais je serai sûrement démenti par les faits, c'est toujours un risque de dire ça quand on a une tribune. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui nous ait envoyé un mail en nous demandant quelque chose et à qui on n'ait pas proposé un échange ou quelque chose pour essayer de débrouiller une situation. On l'a fait le plus systématiquement possible. Et on a parfois rencontré des gens qui étaient plus en difficulté, souvent qui avaient une forme de spécificité de fonctionnement. Dans le meilleur des cas, quelque chose où il y a une petite dette organisationnelle. Dans le pire des cas, quelque chose où il y a quelques libertés qui ont été prises avec le cœur des textes, mais qui étaient d'une certaine manière établies en pratique. On a toujours essayé de trouver une solution pour respecter le principe qu'on a donné au démarrage dès 2019, parce que vous étiez là avant moi sur le projet. On a toujours essayé de respecter le principe d'avoir le moins possible d'impact du point de vue fiscal, du point de vue comptable, du point de vue juridique sur le sujet. Donc ça veut dire que la réponse la plus souvent qu'on a apportée aux gens qui sont venus nous voir, c'est si vous faisiez comme ça auparavant, dans la mesure où ça n'est pas en contradiction directe avec les textes et que ce n'était pas un problème avant, ça n'est pas un problème après. C'est exactement le cas, par exemple, des factures d'assurance où il y avait une logique d'assimilation et où donc il n'y avait pas de difficulté pour nous à rester dans la même situation. Ça a été vraiment ça notre guide partout, c'est essayer de faire ça. Et par contre, parfois, on a été amené à réfléchir avec eux sur comment, de manière pratique et praticable, ça pouvait rentrer en œuvre dans une modalité d'échange électronique. Donc, on n'a jamais rencontré d'endroits où c'était impossible de faire de la facture électronique. On a rencontré des endroits où c'était plus transformateur que d'autres. Maintenant, les demandes, je suis complètement d'accord, elles portent sur la sécurisation de la montée en charge, comment on protège la trésorerie, comment on protège la continuité des échanges et quelle sera la doctrine d'emploi des sanctions. Donc là-dessus, c'est un dialogue. Nous, on aimerait avoir le bon niveau de réponse spontanément. C'est pas qu'on s'économise, c'est que je pense qu'on ne peut pas arriver directement à la conclusion en faisant l'économie du dialogue qu'on est en train d'avoir. Aujourd'hui, on touche au but. Je crois qu'on est à peu près au clair sur ce qu'il faut qu'il soit dit par l'administration. Je pense que si on avait dû écrire quelque chose il y a 2 mois, ça n'aurait pas satisfait les enjeux comme ça pourrait les satisfaire aujourd'hui avec le dialogue qu'on a eu depuis. Donc on en est là dans le sujet, je vais y revenir. Sur le pilote, on a des flux qui s'échangent, on a une amélioration de la qualité des flux qui s'échangent, on a un réel problème de massification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des raisons qui peuvent être des raisons de maturité technique d'une partie des acteurs, d'organisation, on a une part des gens qui participent aujourd'hui au pilote qui est beaucoup trop faible pour qu'on puisse tous se rassurer collectivement. Je le dis très nettement, il n'y a pas de problème technique du côté de l'État, il n'y a pas de problème technique du côté d'une partie des opérateurs, il y a un problème de tout faire en même temps et donc de mettre sur le chemin le fait d'aller sur le pilote et un peu parfois une logique de passager clandestin en se disant je préfère qu'il y en ait d'autres qui fassent les premiers envois massifs sur le pilote avant que ce soit moi qui les fasse. Donc ce sujet qui concerne beaucoup les grandes entreprises émettrices est un sujet sur lequel on a un travail à mener, on a discuté avec elles. Il y en a beaucoup qui ont l'intention d'y aller. Et là aussi, je dirais que le mois de juin, de ce point de vue-là, est un mois carrefour. C'est-à-dire que si on veut vraiment avoir du pilotage fort, ça passe par là. Nous, on a concentré notre travail sur les plateformes qui sont les plus structurantes pour les émissions en septembre. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que y a une partie des acteurs qui nous disent mais vous vous rendez compte, il
y a très peu de plateformes qui finalement échangent sur le pilote. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ce n'est pas un signal d'alerte très fort sur la maturité générale du secteur? Et je voudrais juste rappeler que si on prend les plateformes qui s'affichent comme étant vraiment destinées aux grandes entreprises en émission, grandes entreprises ETI, celles qui servent de support finalement aux envois massifs de septembre, puisque c'est ça qu'on suit, c'est plutôt l'émission, et que donc elles sont 53 sur les 140. Et ces 53-là, en réalité, si on réduit les marques blanches qui s'appuient sur des plateformes support, c'est-à-dire, vous savez, c'est le powered by, le motorisé par quelqu'un qui sert un peu d'infrastructure technique. Là, on réduit à peu près 15 la population qui, en fait, couvre les enjeux de ces plateformes-là. Donc ça veut dire que c'est pas étonnant que dans une phase où on a vraiment choisi une réforme en 2 temps, avec une obligation d'émission qui était concentrée sur les grandes entreprises ETI. Je rappelle, grandes entreprises ETI, c'est 12 000 entités. Hein. C'est ça l'obligation là de septembre. Et ben, c'est pas étonnant qu'on ait un petit groupe de plateformes qui soit un peu en avant sur le sujet. Donc c'est pas par le nombre qu'on voudrait de plateformes ou d'éditeurs qu'on voudrait briller dans le pilote. C'est plutôt qu'on a besoin que ça se massifie. Aujourd'hui, on arrive à se faire des échanges qui sont corrects, mais ils sont encore des échanges, les lots de 100, de 200, de 1000. Moi, je voudrais qu'on arrive à avoir des grands émetteurs, notamment des émetteurs qui font des millions de factures tous les mois, qui nous envoient un lot vraiment substantiel, à 6 chiffres, avant la bascule, pour se sécuriser collectivement. Donc c'est ça l'enjeu. Et ça, c'est un enjeu qui reste devant nous, parce que c'est pas que les outils sont pas là, c'est que, évidemment, il y en a beaucoup qui se disent qu'ils vont faire ça au dernier moment. C'est humain. Et pour être honnête, quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres pays, c'était un peu pareil. Mais c'est pas pour ça que moi je voudrais gagner un peu en sérénité d'ici septembre. Donc ne serait-ce que pour la sérénité du directeur de projet, mais aussi, je pense, de mes homologues dans toutes les entreprises, ce serait pas mal si on avait un pilote qui se massifie un peu. Donc voilà, ça c'était un peu sur l'état de la situation que j'essaye de faire le plus sincère possible. Donc vous voyez, on est très lucide sur le fait qu'on n'est pas dans on vit pas dans un monde déconnecté de la réalité des entreprises. On est en permanence en contact, donc on sait quelles sont les difficultés. Mais, et ça sera peut-être l'objet un peu de mon propos, nous on est toujours tourné vers comment on peut sécuriser l'échéance de septembre. Et donc, on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Alors, peut-être que vous l'avez vu passer ou pas encore, mais en tout cas, cette semaine, le premier sujet, c'est qu'on réécrit à toutes les entreprises, et même un peu plus. On avait fait 7,2 millions de mails à des contribuables qui n'avaient pas encore désigné de plateforme. Il se trouve que là, on va faire 9,5 millions de mails. Alors, c'est pas parce qu'on a 2,5 millions de contribuables de plus, c'est parce que on a élargi l'assiette des auto-entrepreneurs à qui on écrivait, en travaillant avec l'URSSAF pour récupérer des mails que nous n'avions pas spontanément du côté de la DGFiP, puisque c'est parfois difficile de relier complètement une auto-entreprise à un particulier. Et donc on a fait ce travail-là depuis avril dernier. Et donc là, on va envoyer 9,5 millions de mails, alors même qu'entre-temps, il y a presque 1 million de personnes qui ont choisi la plateforme et qui donc recevront plus de mails, puisque le principe, c'est qu'on envoie un mail uniquement pour les gens qui n'avaient pas choisi le 31 mai. Donc ça a commencé hier et ça finit vendredi. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas choisi votre plateforme, peut-être que vous avez une activité complémentaire au-delà des entreprises que vous représentez, ou voilà, que vous êtes loueur en meublé non professionnel, ou je ne sais pas. Donc si vous n'avez pas choisi de plateforme, vous allez recevoir un mail de la DGFiP qui vous rappelle cette obligation. Et puis, à partir de la semaine prochaine, on va reprendre une communication média, très tournée vers le digital, donc des pré-rolls de communication type podcast, vidéo, et puis sur les sites d'information, en ciblant, puisque vous savez que sur ce type de médias, on arrive à cibler un peu la population, c'est les joies de notre époque, et on va essayer de cibler des indépendants, des micro-entrepreneurs, donc ceux qui sont les plus... ceux sur lesquels on a encore des scores qui sont les plus faibles en termes de notoriété. Alors, des scores faibles, ça veut dire quand même plus de 80% de gens qui savent que ça existe, et à peu près autant qui savent que ça arrive en septembre. Mais c'est là où on a des scores faibles. Aujourd'hui, on considère que dans les entreprises globalement structurées, la réforme est bien connue et identifiée.
Ensuite, on a ce sujet dont on parlait, qui est la question de l'approche bienveillante de l'administration. Et alors, il y a le côté sanction, mais qui en réalité, je comprends qu'on veuille l'écrire, mais je crois que ce n'est pas le cœur des préoccupations. Le premier cœur de préoccupation, c'est la protection de la trésorerie. C'est-à-dire, comment je fais si mon partenaire commercial, mon client, comment je fais pour que ce ne soit pas moi qui paye la facture d'une certaine manière si j'arrive pas à l'envoyer à mon client? Comment je fais pour ne pas mettre en danger ma trésorerie là-dessus? Et je voudrais rappeler d'abord un principe qui est dans le droit par absence de contradiction, donc c'est un peu toute la difficulté et ce qu'il faut qu'on arrive à clarifier d'une manière qui est bien comprise par tous. Nous n'avons nulle part, écrit en France quand nous avons fait la réforme de la facturation électronique, nous n'avons nulle part décidé de réserver des droits aux factures qui seraient passées par une modalité électronique. Ça veut dire que si vous envoyez une facture papier parce que vous êtes en difficulté pour envoyer une facture électronique, soit du fait de votre éditeur, soit du fait de votre propre difficulté, soit du fait de celle de votre client, quelle que soit la raison, que ce soit un rejet technique, quelque chose de temporaire, quelque chose de permanent, envoyer une facture par d'autres canaux et d'autres modalités, ça veut dire qu'elle doit être traitée et payée par votre client. Elle ouvre tous les droits fiscaux classiques, elle ouvre tous les droits commerciaux classiques en contentieux, elle a la même validité juridique, commerciale, comptable et fiscale qu'une facture électronique. C'est exactement la raison pour laquelle on a du mal avec l'idée d'un plan B. C'est qu'en réalité, pour que ce soit un plan B, il faudrait que ce soit une alternative en situation de crise. Or là, on n'a juste pas conditionné à la modalité électronique les droits associés à une facture. Donc ça veut dire que ça, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui, quand j'en parle devant une assemblée de gens qui sont dans la réforme à l'approche de la transition, ils le voient comme quelque chose, je crois, de rassurant pour la trésorerie. Demain, je vous fais le pari que quand je reviendrai après la banalisation et la mise en œuvre de la réforme dans, je sais pas moi, 18 mois, et qu'on aura la même conversation à peu près dans le même étiage, si je suis à nouveau invité par France Assureur et le MEDEF, vous nous demanderez de changer ça. Parce qu'en fait, il y a un vrai sujet, c'est que ça permet d'avoir un peu plus de sérénité dans l'approche du virage de la facturation électronique, mais ça veut dire aussi que ça lève un peu la pression d'un certain nombre d'entreprises sur le sujet. Et donc ça veut dire que quand on aura collectivement constaté le sujet que la facturation électronique, elle se sera un peu banalisée dans les échanges commerciaux, comme ça peut être le cas déjà en Belgique, mais encore plus en Italie, en Amérique latine, dans tous les pays où elle s'est banalisée, eh ben, ça sera un sujet quand même d'avoir des gens qui continuent à faire des factures comme ça. Et donc, bon, ça veut dire qu'il faudra aller les chercher. Donc pour ça, on passe finalement à la deuxième phase du raisonnement, qui est la phase des sanctions. C'est-à-dire que l'administration s'est dotée de sanctions, et c'est la seule chose à laquelle on s'expose finalement quand on fait une facture qui n'est pas électronique. Et donc ça veut dire que oui, évidemment, au démarrage, on va avoir une approche bienveillante, mais que c'était impossible de ne pas prévoir de sanctions, parce que si la facturation électronique, une facture normale, papier même, elle pourrait continuer à valoir, et qu'en plus, il n'y a pas de sanctions associées, bon, autant dire que ce n'est pas la peine de faire une réforme, il ne va pas se passer grand-chose. Donc ça veut dire que les sanctions, elles sont là pour ça. Mais je vous confirme, et on l'écrira aussi fort que possible, et on le dit aussi fort que possible, mais je pense que j'entends parfaitement que vous ayez besoin de l'entendre encore plus et de trouver une manière de sécuriser la manière dont on le dit, mais je vous confirme qu'il n'est absolument pas prévu de notre côté de déclencher des processus de sanctions au démarrage. J'ajoute que quand on a écrit la loi, on l'a écrit d'une manière qui fait que même si je pris d'un grain de folie ou écrasé par un bus et remplacé par quelqu'un de beaucoup plus fou que moi, le 2 septembre, l'administration se décidait à mettre en œuvre des sanctions. Le processus qu'on a décrit dans la loi, c'est un processus qui consiste de toute façon à prendre contact avec l'entreprise, à la mettre en demeure de motiver les raisons pour lesquelles elle n'a pas choisi. Et de toute façon, on serait incapable, d'un point de vue légal, de mettre une amende avant d'avoir eu une conversation avec l'entreprise dans laquelle elle nous explique les obstacles auxquels elle est confrontée. Et elle a 3 mois, une fois cet échange a eu lieu, pour se mettre en conformité. Donc ça veut dire que la rédaction même de la loi, elle est basée sur le même dialogue que celui qu'on tient
depuis 2019 et singulièrement depuis fin 2024 et le changement de philosophie du projet. C'est-à-dire que c'est une réforme qui a été co-construite vraiment profondément dans ses aspects pratiques avec le monde économique. Et donc en fait, on a y compris co-construit le schéma dans lequel on ouvre le dialogue en cas de nécessité de sanctionner. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer le 1er septembre et en quoi ça sera différent du 31 août? Ça dépend essentiellement du niveau de confiance et de sérénité dans lequel on arrive dans la période. C'est une période de transition, donc on sait que même mécaniquement, il y aura encore des factures papier et mail, y compris parce qu'il y aura quand même l'essentiel, la quasi-totalité des entreprises de ce pays qui ne seront pas rentrées dans l'obligation d'émission. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y aura cette période de transition dans laquelle on sera dans les deux formats, dans les deux existants. Et il faut apprendre à accepter cette période avec un peu de confiance les uns dans les autres sur le fait qu'effectivement c'est une transition qui est engagée et qui est globalement engagée. Je pense que parfois avec une forte adhésion sur la réforme, il y en a plus qu'on ne croit, et parfois avec une forme de résignation, mais parce que chacun sent quand même confusément que c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut discuter de la manière dont la DGFiP l'a mis en œuvre, on peut se dire que c'est trop rapide, trop lent. Moi, je veux bien tout entendre, mais je n'entends jamais personne me dire la facturation électronique, c'est vraiment un contresens absolu, parce qu'on sent quand même que tous les pays du monde sont en train d'y passer et qu'on y va, quoi. Et donc ce truc-là fait qu'on a engagé une transition qui va durer au moins jusqu'à fin 2027, peut-être un peu plus pour certaines populations. Et cette transition-là, il faut qu'on arrive à retrouver un peu de sérénité et de confiance. C'est pour ça que sur la question du report, souvent il n'y a plus de demande de report, je crois, un peu générale. Et d'ailleurs, ces demandes, elles seraient un peu difficiles à mettre en œuvre parce qu'en réalité, il faudrait intervenir par la loi et qu'il n'est pas prévu de loi de finances avant le 1er septembre 2026. Mais si jamais on devait avoir un report partiel ou pour certaines choses, nous, je vous explique pourquoi nous, on est plutôt contre. Parce qu'on pense qu'en fait, aujourd'hui, on sent bien cette montée de tension à l'approche de l'échéance. Et on pense que cette montée de tension, elle est motivée par une crainte qui ne va pas se réaliser. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'apocalypse sur le sujet. Et donc, nous, notre idée, c'est de dire, on passe la date. Et on rentre dans un dialogue, on continue le dialogue entreprise par entreprise, secteur par secteur, sur une trajectoire de mise en conformité. Et si on devait faire un report, en fait, on continuerait à repousser le sujet jusqu'à ce que la copie soit parfaite dans tous les mondes économiques. Et ça, en fait, je vous le dis, ça fait 18 mois que je rencontre tous les secteurs, la copie ne sera jamais parfaite dans le monde économique et on continuera à se battre sur des sujets de modalités techniques, sans doute un peu, mais aussi parce que dans beaucoup de nos conversations, il y a un fond qui est l'insatisfaction de l'état du droit fiscal qu'on a décidé de ne pas changer à l'occasion de la réforme. Donc il y a beaucoup de débats qu'on a en réalité qui ne sont pas des débats sur la modalité électronique d'échange de factures, mais qui sont des débats plus profonds. Voilà ce que je pouvais vous dire un peu sur l'état dans lequel on est. Je voudrais redire qu'on a une priorité qui nous est fixée, mais on n'avait pas besoin qu'elle nous soit fixée pour avoir envie de le faire. C'est de maintenir un dialogue constant avec l'ensemble des organisations professionnelles, des fédérations et des organisations représentatives. Je crois que c'est vraiment un élément extrêmement fort de la stratégie de la DGFiP sur cette réforme. On était convaincus qu'au moment où on changeait de philosophie, il fallait laisser de la place aux entreprises pour nous expliquer comment elles voulaient échanger des factures, parce que la facturation électronique, il ne faut pas l'oublier. Il y a des aspects fiscaux que je ne nie pas. C'est aujourd'hui quelqu'un de l'administration fiscale qui vient vous parler de la réforme et qui en est le directeur de projet. Mais une facture, c'est avant tout un échange économique entre deux entreprises. Et donc l'aspect régulation du marché, qui ne peut pas se faire en dehors des entreprises et sans les entreprises, est probablement au moins aussi important que l'aspect remontée d'informations vers les administrations. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et puis, on va pouvoir continuer à discuter ensemble et échanger peut-être plus largement. Merci. Bonjour à tous. Merci Sébastien. Je te propose de t'installer. Et puis, on va être rejoint par des interlocuteurs de marque. Alors, j'appelle Cédric Vasselin, qui représente Sanofi.
Donc la santé, les biotechnologies, comment peut-on décrire le secteur? Tout le monde connaît? Je pense que tout le monde nous connaît et qu'on n'a pas besoin d'être présenté, je Très l'espère bien. en tout cas. Donc, Pierre de Godefroy, qui travaille à la direction fiscale Groupama, et qui est sponsor, je crois, pour votre entreprise. Et puis Hervé Giroir, secrétaire général administratif de Darva, sponsor également du sujet. Sébastien, on ne te présente plus. Et puis moi-même, Vincent Barbet, donc je suis fondateur d'un cabinet qui s'appelle Ausentis, mais je suis surtout là comme représentant du MEDEF, vice-président du FNFE, et j'anime le GT Bonne Pratique. Donc c'est toutes les problématiques que les entreprises remontent au FNFE. Je ne pense pas qu'on soit le pire cauchemar de Sébastien. On a plutôt des relations très ouvertes dans les ateliers AFNOR et dans les différents travaux. Et donc, on a effectivement pas mal de feedback des entreprises sur ce qui pose problème. Ou pas, d'ailleurs. Alors, on va parler de plein de choses. On va parler peut-être des cycles de vie. On va peut-être parler cybersécurité à la fin aussi, parce que ça commence à être une problématique qui arrive dans beaucoup d'articles. Mais au départ, je voudrais qu'on parle de cette fameuse période de transition, qui est quand même effectivement un petit peu anxiogène pour les entreprises. Toutes les entreprises, on ne va pas dire plan B, mais toutes les entreprises ont prévu des alternatives différentes. Vous aviez des entreprises qui avaient des flux EDI qui disent je vais les garder au cas où. Il y a des entreprises qui disent je vais quand même envoyer mes factures PDF au cas où. Il y en a qui vont dire je vais attendre le cycle de vie pour voir. Il y a aussi toute une profession des experts comptables qui avaient l'habitude d'avoir des relevés, des listings de relevés, etc. pour saisir, qui disent parfois « Attendez, ne me coupez pas ça tout de suite ». Donc, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table sur comment vous vous sentez dans votre entreprise ou chez vos clients, comment cette période de transition va se passer? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alors, je peux effectivement essayer d'introduire. Donc Groupama, nous, on a essentiellement un sujet en réception. On n'émet pas de facture avec de la TVA, notre chiffre d'affaires est hors TVA. Donc effectivement, notre sujet, c'est d'être en mesure de recevoir des factures par voie électronique le 1er septembre prochain. En principe, on devrait être prêt et on met tout en œuvre pour arriver à cet état de conformité. Cela étant, en réception, on dépend bien entendu de l'émetteur. Donc, ce qu'on nous demande strictement, c'est bien de recevoir la facture par voie électronique. On a choisi, pour des raisons un peu simplement opérationnelles et bassement pragmatiques, de ne pas faire d'excès de zèle. C'est-à-dire que si on ne reçoit pas de facture par voie électronique, on n'ira pas la demander. Voilà. Ou alors la facture, toutes les factures. La facture pas demander les factures, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien en tant que client ne jamais les demander non plus. Si, on la demandera puisque effectivement, en plus dans l'assurance, on a quand même aussi toute une chaîne de valeur qui est assez dépendante de l'assureur, qui doit assurer une certaine célérité dans l'indemnisation des sinistres. Voilà. Côté Sanofi, sur le côté peut-être industriel, avec tout un écosystème de fournisseurs? Alors sur la partie émission, parce que nous on a les deux, on est globalement assez serein sur notre capacité à émettre dès le 1er septembre, avec, comme vous le disiez Sébastien, quelques cas d'usage un peu particuliers qui mériteront sans doute d'être traités un peu plus tard. On est un peu plus inquiet en réception, pour les raisons évoquées, c'est-à-dire qu'on est aussi quelque part tributaire de la capacité de nos fournisseurs à émettre, et on est aussi tributaire des capacités techniques des plateformes, qui, pour celles qu'on prévoit d'utiliser, commencent à montrer des signes de souffrance. Donc si on avait eu ce débat il y a 15 jours, j'aurais été relativement serein, je le suis un peu moins. Et donc, alors pas en plan B, mais en alternative, effectivement conserver les canaux historiques qui existent aujourd'hui, avec quand même un niveau de difficulté sur cet aspect-là. C'est que les canaux qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas nécessairement certifiés en tant que PA. Donc, ce qui veut dire que les fournisseurs qui, eux, vont devoir faire le choix d'une PA auront choisi une autre solution. Donc, est-ce que la relation contractuelle peut être maintenue avec un canal qui ne sera pas PA? Il y a ces questions-là. Et puis, le recours au bon vieux PDF également, si c'est nécessaire. Côté opérateur.
Alors, côté opérateur, pour compléter ce qui a été dit, nous, ce qu'on constate chez certains de nos clients, c'est qu'ils se sont concentrés pour automatiser, notamment sur la réception, leur gros volume. Et en fait, sur certains aspects, pour pouvoir être prêts pour la réception, ils acceptent d'accéder plutôt à la plateforme via l'extranet pour aller chercher manuellement les factures qui seraient envoyées s'ils n'ont pas encore réussi à mettre en place l'ensemble de leurs connecteurs. Parce que là aussi, ils peuvent être dépendants de certains éditeurs qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément prêts à mettre en place ces connecteurs. Parce qu'effectivement, on va avoir plusieurs flux. Bon, déjà, le PDF va toucher toutes les entreprises qui ont des fournisseurs qui n'émettent pas encore. Et nous, de ce qu'on a vu, on va dire qu'on a 3 typologies. La première, c'est ceux qui ont mandaté leur PA SC, service compatible, en disant de toute façon, tu prends tout. Que ce soit du invoicing, que ce soit du PDF, tu vas avoir une adresse fournisseur @mycompany.com ou alors mon adresse de routage et tu prends tout. Et dans ce cas-là, finalement, pour ces entreprises, que ce soit du PDF ou du invoicing qui arrive, ça ne change pas grand-chose. On reçoit des factures, elles sont pluguées avec son ERP ou elles sont détachées à la main, effectivement, ça ne change pas grand-chose. Dans les processus d'entreprise un peu plus complexes, c'est quand, pour des questions de coût, parfois on a mandaté l'APA que pour le invoicing. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut garder les bannettes de traitement des autres factures qui arrivaient par PDF et tout ça. C'est un peu l'approche que vous avez eue ou vous avez tout mandaté à votre PA de votre côté? Alors, en émission, de notre côté, tout passe par l'APA. Ouais. Et en réception? En réception, c'était le plan initial de n'avoir qu'un seul canal. Compte tenu de la réalité qui est celle de notre fournisseur aujourd'hui, on est en train de reconsidérer la question. D'accord. Et donc en émission, quand un cas d'usage n'est pas prêt, vous n'arrivez pas à le modéliser en invoicing, vous avez fait le choix de plutôt passer en PDF pour l'instant, de temporiser, comment ça se passe? Alors, en émission, aujourd'hui, je n'ai pas en tête un cas d'usage qu'on ne serait pas en mesure de traiter. D'accord. Non, on a les spécificités de l'industrie classique avec les DROM, les COM. Voilà. À date, a priori, tout est possible. Ok. Et côté Groupama, est-ce qu'en réception, pareil, vous avez organisé vos équipes achats, P2P, etc., pour pouvoir traiter et du flux PDF et du invoicing pendant un certain temps? Oui, alors la communication, elle est abondante en amont pour faire en sorte quand même qu'on puisse recevoir par voie électronique. Pour autant, on ne fait pas l'économie de préserver un canal qui n'est pas un plan B officiellement, mais qui sera quelque chose de très pragmatique. Et d'une manière générale, on va chercher assez rapidement en fait, à maintenir un canal unique pour pouvoir gérer d'un point de vue opérationnel tous les flux de factures qui sont assez colossaux pour une entreprise d'une taille assez importante. Et je peux peut-être rajouter que dès l'origine du projet, le choix qui a été fait par Sanofi, au-delà de la désignation de l'APA et on fait passer tous nos flux, c'est de maintenir, quoi qu'il arrive, le PDF comme une copie de courtoisie. Voilà. Et donc ça, avant même de rencontrer la moindre difficulté, c'était une décision de design qu'on avait prise. Donc ça veut dire qu'en émission, vous avez systématiquement envoyé un duplicata également, au cas où. Peut-être en réception, vos fournisseurs qui vous envoient les deux, vous allez essayer de ne pas générer le doublon, mais enfin ça se repère avec le numéro de facture. Et tout normalement, on a des process pour ça. Côté opérateur, est-ce que cette période de processus un peu mixte, en fait, pose des problèmes parce que sur le périmètre fonctionnel, il y a des opérateurs qui vont gérer le invoicing mais qui ne savent pas gérer le PDF ou l'inverse? Ou est-ce que tout ça se passe plutôt bien? Alors, nous, on est une PA qui est spécialisée justement dans le secteur de l'assurance et plutôt la gestion de sinistres. Donc, dès le départ, ce qu'on a proposé à nos clients, comme ça se base déjà sur des échanges de factures qui passent par nos systèmes, c'est de conserver ces flux historiques pour pouvoir gérer le cycle de vie et la gestion des factures FE, entre guillemets, leur simplifier la vie pour qu'ils puissent continuer à les utiliser. Et on a proposé, mais là c'est plutôt des entreprises qui ont l'obligation d'émettre à partir du 1er septembre 2027, de pouvoir leur transformer les formats de factures qu'ils font aujourd'hui dans le format FE demain. Ce qu'on peut constater, c'est que par rapport au lancement de la réforme, on avait beaucoup de ces entreprises prestataires d'assurance qui étaient intéressées, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'on voit que les éditeurs ont quand même progressé et que du coup, ces entreprises sollicitent beaucoup moins le recours à ce système de transformation de factures.
Donc en fait, si je résume, une sécurisation des doubles flux, de part et d'autre, pas d'illusion, pas du tiens, ça sera du 100% invoicing tout de suite. Et puis finalement un discours de tolérance côté DGFIP et d'accompagnement. Donc là, tous les feedbacks, c'est plutôt confiant, ça se passe plutôt bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, d'entendre tout ça. Moi, je suis. Il y a deux différences par rapport aux autres pays où on a mis en œuvre le sujet. Je trouve ça hyper important qu'on se parle des doubles flux. Le double flux, c'est vraiment un sujet qui est un sujet de risque pour les entreprises dans leurs relations commerciales. Quand on discute avec les Italiens, ils ont globalement généralisé le double flux. Donc ça, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment la pratique. Ce qui, à mon avis, pose un problème, c'est qu'il y a une facture qui est quasiment pour l'administration et une facture qui s'échange à côté, quoi. Et ça, c'est vraiment pas notre cible. Si on peut éviter ça, il faut qu'on évite ça. Et les Belges, ils ont eu une autre approche. Alors d'abord, ils avaient fait un truc qui était, à mon avis, extrêmement dangereux, c'est qu'il n'y avait pas d'obligation d'avoir un PDF associé à la facture. Alors ça, c'est un truc, nous, aujourd'hui, soit vous mettez un PDF en pièce jointe à la facture que vous envoyez à la facture électronique, soit votre plateforme, elle est obligée d'en faire un qui permet d'avoir un lisible. Le fameux lisible, oui. Et ça, c'est absolument fondamental, parce que ça veut dire qu'en Belgique, il y a vraiment des gens qui ont reçu des factures électroniques en XML et qui ne savaient pas quoi en faire. Je veux dire, c'est tout bête, mais parce qu'en facture électronique, c'est de la donnée brute. Donc ça veut dire que les logiciels se sont adaptés pour être capables de les intégrer, mais il leur manquait ce truc un peu presque physique de la facture qui ne leur permettait pas de le traiter. Donc ça, c'est hyper important. Après, je suis un peu prudent parce qu'en Belgique, ce qui s'est passé sur le premier mois, c'est que comme les gens avaient peur, ils ont toujours fait un double quasiment en même temps qu'ils faisaient une facture électronique. Et c'est ça qui a fait déraper les délais de paiement sur le premier mois. Et ensuite, ils se sont disciplinés et ils ont arrêté de faire ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous faites ça, vous avez peut-être le sentiment de sécuriser votre trésorerie, mais vous mettez le destinataire en situation de devoir faire la chasse au doublon. Et donc ça, dans un certain nombre d'entreprises comme les vôtres qui ont anticipé et structuré le sujet, ça peut être relativement facile, mais à l'échelle de l'économie, ça veut dire qu'il y a un risque d'encombrement dans un certain nombre de petites structures qui ne sont pas armées pour traiter ça. Et on parle bien de période transitoire dans tout ce qu'on dit là, ce n'est pas la cible. Et puis le double flux va vite poser un problème de décorrélation avec le cycle de vie. C'est qu'il y a un flux qui va se prendre un cycle de vie avec une certaine valeur, et l'autre flux, lui, qui va suivre de manière complètement différente. Et ça va commencer à poser des sérieuses incohérences. Alors, on peut se donner 3 mois, 4 mois, mais il ne faut pas que ça soit... Voilà. Il faut être pragmatique sur le traitement. Donc, il ne s'agit pas moi, je ne suis pas en mesure de vous donner des leçons sur la manière de défendre la trésorerie. La seule chose, c'est que j'ai eu l'occasion de discuter avec mes collègues d'autres pays et que le retour qu'ils ont, c'est humain de vouloir protéger cette trésorerie en envoyant des factures par plusieurs canaux, mais ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire à l'épreuve des faits. Et je pense que c'est ça qui est important pour moi, c'est de partager ce qui s'est passé dans d'autres pays pour qu'on puisse apprendre aussi de ce qui s'est passé là-bas. Je peux peut-être témoigner aussi sur la partie belge, parce que j'ai participé au projet belge chez Sanofi, et on n'avait pas prévu le double flux, nous, de notre côté. Et en fait, ce sont les clients qui l'ont demandé, qui l'ont exigé, et on avait peu d'arguments commerciaux pour le refuser. Alors, si on rentre au-delà de sécuriser la trésorerie, dont on va revenir tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on en reparle, mais si on rentre dans le dur, il y a aussi beaucoup d'arguments qui disent « Oui, mais je crogneux, on met des tas de choses sur la facture, ça ne va pas rentrer dans les invoicing. » Donc là, on est plus sur un problème de modélisation. Alors, c'est un argument qui s'entend, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un argument de feignant, parce que quand on travaille... Et l'UFE, d'ailleurs, on est un peu la preuve. Je ne sais pas si vous avez vu des factures d'électricité, mais avec des kilowattheures en fonction des horaires, des machins, etc. C'est quand même une belle poésie, une facture d'énergie. Ils ont réussi à tout modéliser dans un e-invoicing. Et quand on s'amuse, enfin nous on le fait assez quotidiennement, avec on a même des clients qui mettent des bannières commerciales pendant Pâques ou Noël, de promotion, etc. On a réussi à tout faire rentrer. Donc avec la note de facture, on a quand même des petites flexibilités. Mais même au niveau de la modélisation des produits, des attributs concernant le produit, etc., on peut aller très très loin. Alors le premier argument de beaucoup de centres de gestion, c'est oui, mais on a besoin, vous comprenez, il y a le compte analytique, il ne sera pas sur l'invoicing, etc. Bah si, il y a ce fameux BT19 ou d'autres, on peut mettre des codes analytiques. Et puis quand on met un numéro de commande, en général, on a tout derrière, donc c'est pas un problème. Donc
Tout ça pour dire que si on fait un petit peu attention pour les experts de vos entreprises à maîtriser le flux invoicing à plonger dedans, en fait, on modélise beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de freins fondamentalement techniques sur la facture qui rentraient dans des EDI, qui rentraient dans des fichiers CSV qui étaient envoyés, etc., qui ne vont pas rentrer dans le invoicing. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, si je suis trop optimiste, ce qui m'arrive. Globalement et techniquement, oui, je suis d'accord avec vous, mais ça rejoint sans doute aussi la question qu'on a abordée, que Sébastien a abordée plus tôt, qui est le niveau de préparation des plateformes. Parce que celles qui sont un peu en retard ont mis le paquet sur le socle commun, à savoir les mentions obligatoires, et ont sans doute délaissé un peu le reste. Donc je pense qu'il va y avoir un effet de timing aussi là-dessus. Et qu'à l'instant où on se parle, je suis persuadé que certaines plateformes n'ont pas livré le masque complet de mapping pour mapper toutes les mentions métiers. Alors ça, c'est, je pense, un retour d'expérience très important, et on y reviendra aussi pour les cycles de vie. La notion de champ obligatoire, c'est surtout, corrige-moi si je me trompe, pour vous. Pour le business, les mentions obligatoires sont loin d'être suffisantes. La preuve en est que dans le flux 1, je crois qu'il n'y a pas les lignes au départ. Envoyez des factures sans les lignes à vos clients, vous allez voir comment ils vont réagir. Donc, il faut faire attention à ce discours de « oui, mais on ne s'occupe que de l'obligatoire et on est conforme ». Vous êtes peut-être conforme vis-à-vis de la DGFiP et des données qui vont arriver à la DGFiP, mais vous n'êtes pas forcément du tout conforme par rapport aux demandes de vos clients. Et je confirme, parce que je l'ai vécu avec nos équipes informatiques qui, en plus, avaient pris vos slides. Hein. On avait fait une traduction en anglais. Et la note de bas de page s'était traduite par obligatoire, non obligatoire. Et on était en pleine réunion et j'ouvre la version française et je dis attendez, vous avez oublié de traduire un bout. Un bout, c'est obligatoire pour le PPF. Et je dis mais si vous imaginez donc les informaticiens qui sont submergés de travail, évidemment, cherchaient à alléger leurs charges. Je dis mais si vous imaginez un seul instant que les clients ou les fournisseurs ne vont pas exiger ces statuts qui ne sont pas obligatoires pour le PPF, vous faites une erreur majeure. Là-dessus, juste un mot. Alors, effectivement, dans les statuts ou dans les balises ou les champs qui sont obligatoires, il y a des champs qui sont obligatoires pour l'administration. Ce n'est pas nécessairement des champs utiles fiscalement, mais par exemple, toutes les mentions obligatoires de facture, même quand elles viennent du droit commercial, on les a rendues obligatoires. Donc ça veut dire que c'est la facture qui est conforme du point de vue réglementaire de manière générale, pas nécessairement celle qui comporte les données utiles. Mais là-dessus, c'est aussi le rôle du forum et de la commission de normalisation et des cas d'usage. Alors c'est toujours pareil, on s'interroge pourquoi il y a 45 cas d'usage, c'est très compliqué, etc. En fait, la facturation électronique, c'est un peu comme avoir... moi, j'aime bien les Lego avec mon fils, donc je fais des Lego. Et si on me livre une boîte de Lego sans le manuel et le mode d'emploi, je suis absolument incapable de monter un Lego. Et les cas d'usage, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est dans ce cas métier particulier, voilà dans quel ordre il faut mettre les données, les champs, etc., pour être capable d'avoir une facture qui répond à la fois aux enjeux business et aux enjeux de conformité technique. Et donc ce truc-là, je suis parfaitement d'accord, c'est un truc qui va dans le temps s'améliorer, s'affiner, et probablement aussi, ça veut dire qu'on changera nos modes d'emploi pour se rapprocher encore plus de la pratique et de l'économie. Mais quand même, ça devrait aller assez vite parce que c'est là où est la valeur, en fait. C'est là où est la valeur. Oui, puis c'est normal que vous disiez j'ai pas besoin de tout. Ça, c'est tout, de savoir que l'article il a tel composant, etc., qu'il est à 60% de fer, etc. C'est pas tellement ce qui vous intéresse. Par contre, le client, lui, que ce soit du invoicing ou du PDF, ça va l'intéresser. Donc il faut un petit peu jongler avec ça. Alors, dernière question quand même sur ce sujet de cette période de transition, si on y revient, le risque des délais de paiement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Alors, là, je pense que ça peut t'empêcher de dormir, Sébastien, à fin décembre, qu'une bonne partie des TPE et des PME de Français de Navarre disent « Mais mon Dieu, on n'est pas payé, on a envoyé, ça ne marche pas, etc. » Comment, dans vos entreprises, en plus du double flux, vous allez mettre un point d'attention particulier à essayer de respecter donc, les délais de paiement? Là, on parle loi LME, etc. Mais enfin, c'est quand même ce qui fait vivre, c'est le poumon hein, de l'économie. Donc, est-ce que vous avez... mis des dispositifs particuliers, des commandos, des task force, je ne sais pas, pour s'assurer qu'on arrivera au bout des 3-4 premiers mois à un bilan économique, hein, peut-être que le bilan fiscal sera bon, mais un bilan économique aussi relativement satisfaisant pour que tout le monde ait envie de continuer. Oui, alors je pense que la meilleure manière de ne pas compresser les délais de paiement, c'est qu'on est bon dès le premier coup.
C'est-à-dire qu'avant tout, il faut une communication qui soit abondante, à la fois officielle et puis parfois officieuse aussi, un coup de téléphone entre les fournisseurs les plus importants avec lesquels on a des contacts réguliers. Après, c'est vrai qu'il y a quand même au départ un certain risque, parce que le risque de doublon, on en parle, mais il est réel. C'est-à-dire que s'il y a double canal, il y a une vérification en interne et suivi assez fin de savoir ce qui a été payé, ce qui n'a pas été payé, et d'éviter le double paiement. Donc il y a aussi un enjeu trésor du côté client. Cela étant, il y a quand même un certain nombre aussi de contraintes et qui nous obligent à respecter des délais, ne serait-ce que les délais commerciaux. Donc ça, notre butoir ultime, il n'est pas non plus de se mettre en non-conformité avec ces contraintes-là, qu'on a bien en tête. Donc en fait, on a vraiment une double pression qui est à la fois de gérer les doublons tout en maintenant les délais de paiement au plan légal. Et côté Sanofi, on est à peu près dans la même situation. La situation la plus récente, avec une nouvelle fois notre plateforme qui commence à montrer des signes de souffrance, en fait une préoccupation réelle. D'autant que, et c'est de notoriété publique, on n'est pas forcément très bon déjà dans le domaine. Donc ça va rajouter de la complexité. Donc on est en train de travailler sur ces aspects-là. Et très probablement, puisque c'est ce qui se dessine, on va renforcer considérablement les équipes pour faire du travail manuel. Il faut se le dire. Est-ce que Sébastien, tu veux rajouter quelque chose sur cette période de transition, puis on va passer aux autres questions après? Oui, sur cette période de transition, sur la question des délais de paiement, je voudrais rappeler quand même que nous, on a quand même la conviction que c'est positif du point de vue des délais de paiement à terme, et que effectivement le risque est là au démarrage. Juste se dire que précisément, on est sur un sujet sur lequel en fait on est un peu incapable de prévoir le sujet. Complètement. En Belgique, ça s'est résolu assez vite, cette question de trésorerie. C'est-à-dire que ça a duré, le moment de crise où il y a eu vraiment un allongement des délais de paiement, ça se compte plutôt en semaines. Enfin, je veux dire, donc je dis pas que c'est un truc fou, et je rappelle là-dessus que le bon réflexe, autant je disais tout à l'heure, il y a quand même à s'interroger sur envoyer un doublon systématique, autant dès qu'on a envoyé une facture et qu'on n'a pas de son, pas d'image dans la période de transition, pour moi, là, c'est clair qu'il faut envoyer le mail avec le PDF en disant « je vous ai envoyé une facture il y a 2 jours ». Pour moi, c'est ça la bonne approche. C'est-à-dire que c'est plutôt de le faire avec discernement, mais de le faire rapidement pour protéger la trésorerie. Peut-être juste un complément sectoriel, comme on dit chez France Assureur. J'en profite, parce que sur le secteur assurantiel et notamment la gestion de sinistres, c'est un secteur qui est plutôt très très bon en termes de délai de paiement. Et c'était une vraie demande de nos clients de pouvoir s'assurer que ça allait être respecté. Et c'est pour ça qu'on s'est basé sur les outils qui étaient déjà en place pour ne pas voir se dégrader justement les délais de paiement. Et donc du coup, on fait au niveau de l'APA le rapprochement entre les deux, entre l'AFE et le flux historique, pour pouvoir respecter ces délais et les conserver et continuer à payer dans de bons délais. D'ailleurs, on est surpris, le nombre de plateformes qui offrent des services dans lesquels, en même temps que vous envoyez la facture, vous pouvez envoyer un mail et en cas de refus, de rejet technique ou de quoi que ce soit, ça envoie un mail automatiquement sans action, etc. Je veux dire, c'est aussi des services c'est aussi des questions dont le marché s'est saisi. Il y a des notifications qui sont envoyées justement aux fournisseurs. Alors restons sur on va aborder plusieurs questions maintenant. J'aimerais bien, pour ceux qui participent, avoir un retour d'expérience du pilote, mais côté entreprise. Ça peut être intéressant pour compléter les propos de Sébastien. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de l'aspect B2J, J2B, pour ceux qui ont des clients ou des fournisseurs dans le monde public. On va aborder à la fin, s'il nous reste du temps, un petit peu la problématique de la cyber, mais si on revient sur les cycles de vie. Alors je rappelle les cycles de vie. Les cycles de vie obligatoires, c'est un peu comme les champs obligatoires. Les cycles de vie obligatoires, ils permettent à la DGFiP de compter. Je compte ou je compte pas la TVA. Je l'annule, je la prends, je l'attends. Ah ça y est, elle est encaissée, je la prends. En fait, les cycles de vie très intéressants pour le business sont plutôt les autres. Le litige, le tiens, j'ai pris en charge. Ah bah j'ai pris en charge, donc tu vois, je m'occupe de ta facture. Voilà, tiens, je l'ai approuvé. Nous, on a des clients qui disent ah bah non, c'est pas obligatoire, j'envoie pas l'approuvé. C'est quand même pas très sympa. C'est quand même sympa d'envoyer l'approuvé pour dire tout va bien sur ta facture, je vais te la payer. Surtout qu'on a des entreprises qui commencent à faire des calculs de balance âgée en fonction du statut. Tiens, c'est approuvé, donc je valide un peu la date de paiement, etc. Bon. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu, vous? Qu'est-ce que vous avez compris?
Et puis, je complète ma question, il y a une crainte, il y a beaucoup d'entreprises qui disent non mais je crogne ce refus là, on sent que sur une facture à 45 jours, on va se le prendre le 44e jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai contraint, effectivement, pour le refus aujourd'hui. Comment vous vivez tout ça ? Alors, je ne pourrais pas commenter sur le pilote parce qu'on n'est pas pilote. pilote. Le commentaire que je faisais tout à l'heure, en fait, il était sur les statuts vis-à-vis des équipes digitales. Je ne le développe pas parce que ce n'est pas obligatoire et ça n'est obligatoire que pour le PPF. Donc, a priori, nous, on devrait pouvoir renvoyer la totalité des statuts. Et ce que vous évoquiez aussi sur le fait de pouvoir refuser jusqu'au 44e jour, oui, c'est un sujet de préoccupation. Et peut-être, alors c'est sans doute propre aux grandes organisations comme Sanofi, un des enjeux, une des difficultés qu'on a, nous, c'est qu'on a un paysage applicatif hyper complexe. Tout n'est pas géré dans l'ERP. On a une multitude d'outils autour, la gestion des approbations, la gestion des litiges, et en fait, il y a une vraie difficulté technique, c'est la synchronisation de tout ça. Et ça suppose des développements informatiques pour que les systèmes se parlent entre eux et qu'à tout moment, on ait le même statut, quels que soient les outils. Et aujourd'hui, c'est ça aussi qui freine un peu sur la partie purement digitale, en fait. L'état d'avancement de la réforme, je pense, dans certains grands groupes, il y a aussi cet aspect-là à prendre en considération. Moi, j'ajouterais qu'effectivement, le statut refus, il est quand même contraint dans son utilisation et qu'il demande aussi un traitement. C'est-à-dire qu'après, il faut le gérer. Il faut expliquer la raison pour laquelle aussi on a refusé la facture. Donc, ça te demande un peu de travail en interne. Donc, évidemment, la cible, c'est quand même que tout soit bon dès le premier coup. Cela étant, à nouveau, on ne peut pas nier le fait que ça risque d'être un réflexe dans une phase transitoire de statut par défaut, ou s'il manque un truc, s'il manque quelque chose, une précision, on ne va pas engager la trésorerie de l'entreprise, du coup on la refuse. Là-dessus, ça va quand même beaucoup donner de fil à retordre en interne, parce qu'il faudra les gérer. Donc à nouveau, la meilleure manière de le gérer, ça sera de beaucoup communiquer en amont, en interne. En plus de ça, il y a parfois des sujets d'adressage de factures qu'on peut aussi gérer. C'est-à-dire qu'en fait, nous, dans la mesure où ça arrive sur la bonne PA et que ça concerne la bonne entité juridique, on s'est renvoyé au voisin. En revanche, on n'aura pas trop de marge de manœuvre si jamais c'est Groupama Centre-Manche qui est facturé en lieu et place de Groupama Centre-Atlantique. Là, on n'a pas beaucoup d'autres solutions, malheureusement. Les TVA, pour le coup, seront fausses parce que c'est une autre entité qui va... Voilà. Côté opérateur, vous avez des... Parce que, alors, petite précision, il y a certaines PA qui, dans ce fameux brouillard commercial, disent nous, on ne gère que les statuts obligatoires. Bon, une PA, elle voit passer un cycle de vie, un objet cycle de vie qui a une valeur approuvée ou refusée ou des tiges dedans. Je pense que ça ne lui coûte pas plus cher. D'accord ? Donc, en fait, la PA, elle est en mesure de récupérer toutes les valeurs de statut. Par contre, le RP ou l'entreprise, effectivement, pas toujours. Ou est-ce que vous avez des clients qui disent on est contraint, on ne va pas tous les mettre, on ne va pas tous les faire ? Comment ça se passe ? Alors, je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est-à-dire que nous, dans la PA Ophélie, on traite l'ensemble des cycles de vie. On est en mesure de tous les traiter. En fait, les clients, qu'est-ce qu'ils font ? Ils démarrent par les obligatoires. Parce qu'il y a le critère obligatoire, donc il faut traiter cela. Derrière, il y a les contraintes informatiques avec les différents outils, les différents ERP, etc. Donc ça va être de mettre en œuvre ceux qui vont leur rendre service, le litige, etc. et de les alimenter au fur et à mesure. C'est vraiment en fonction du rapport utilité et difficulté informatique à le mettre en place pour pouvoir envoyer l'information à la plateforme. Le côté fair play voudrait que tous les cycles de vie ou les statuts qu'on voudrait recevoir de ses clients, on essaie de les envoyer aussi à son fournisseur. pour vraiment, parce qu'en fait, l'efficience économique du message explicite, c'est surtout ces cycles de vie, le litige, l'approuvé partiel, etc. Et là, le fournisseur dit « Ah tiens, il y a un problème, donc je peux prendre le téléphone et appeler ». Et évidemment, si on l'envoie au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est mieux que de l'envoyer au bout de 60 jours aussi. Et avec une difficulté informatique complémentaire, c'est qu'en émission, en réception, c'est pas forcément là aussi les mêmes outils, donc pas forcément les mêmes difficultés. Et une coexistence parce que des statuts, on en avait déjà avant la réforme. Et donc les mapper, les transformer, les adapter pour que ça colle à la réforme. Un petit mot sur le pilote maintenant. Qui participe au pilote parmi vous ?
La semaine prochaine. La semaine prochaine, d'accord. Ouais. Groupama. Je crois qu'on est dépendant aussi de ce point de vue-là, d'Arba tout simplement. D'accord. Je Donc dirais la semaine prochaine, ça. aussi. Ouais, prochaine, ça on commence. rentre dans le pilote la semaine prochaine. Et ça demande une grande préparation, le pilote, c'est-à-dire que l'enjeu, il est avant le pilote ou il est pendant le pilote, en fait. Il est de réunir les clients, les cas d'usage, les exemples, l'écosystème de fournisseurs pour jouer le jeu. Alors, la principale difficulté qu'on a eue, c'est de réunir l'écosystème. Alors, il y a le fait que les clients soient prêts à participer. Donc ça, on a réussi à trouver des clients. Dans le secteur, on a aussi pas mal d'émetteurs qui sont des petites entreprises, donc qui n'ont pas l'obligation avant le 1er septembre. Et ça, c'est une vraie difficulté parce qu'on s'est retrouvé avec pas mal de grosses entreprises, mais plutôt en réception, qui étaient prêtes à rentrer dans le pilote, mais on n'avait personne en face pour émettre des factures. Donc ça a été la principale contrainte à laquelle il a fallu qu'on fasse face et qu'on trouve des solutions. Donc on a trouvé quelques PME qui étaient assez en avance sur le projet pour pouvoir rentrer en émission plus tôt et participer au pilote avec nous à partir de fin juin. Ouais, Sébastien, donc tes statistiques, tu vas voir, un petit peu augmenter. Alors, une question quasiment philosophique, voire théologique. Attention, suivez. Il y a de plus en plus d'articles qui sortent sur l'hérésie de cette réforme par rapport à la souveraineté numérique. Alors, il y a pas mal d'articles, vous verrez, mais oui, mais comment, quand on voit que même la NTS a pu être hackée, imaginez les PA avec tous les secrets industriels qu'il y a dedans. Bon, c'est vrai qu'il y a des prix qui passent dans le invoicing, etc. Mon Dieu, ça va pas, faut tout arrêter, faut tout débrancher. Enfin, c'est un peu le mode Terminator. Bon, moi j'ai un avis sur le sujet, mais je le dirai après. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il y a un risque cyber, un risque numérique plus important avec la facture électronique qu'avant? Alors c'est mon avis très personnel que je partage. Je ne pense pas qu'il y ait plus de risques qu'aujourd'hui, parce que je suis un peu... Vous avez vu ce que je fais chez Sanofi, donc la transformation digitale, c'est mon quotidien. Il n'y a absolument rien qui est inviolable. Donc y compris nos ERP peuvent être... alors, surtout ceux qui sont en cloud, mais il n'y a rien d'inviolable. Donc, et pour l'anecdote, on se pose la question sous l'angle de la cyber. J'ai aussi eu l'occasion, c'était pas l'année dernière, l'année d'avant, de travailler sur le projet de e-invoicing en Chine. Et alors là, c'est carrément, c'est assez drôle avec le recul. Alors oui, la FAPIAO la FAPIAO, mais au-delà de ça, avec un des grands acteurs du marché qui lui ne proposait pas la prestation, mais nous a recommandé un prestataire dans les conditions générales. Il était indiqué clairement que le prestataire allait vendre nos données, noir sur blanc. Et vous avez accepté? Non. On en a choisi un autre. Oui, d'accord. Oui, alors là, c'est quand c'est volontaire, mais le risque de se dire on va se faire hacker, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les opérateurs de facture, il y en a toujours eu quand même. Donc, En fait, c'est ce que j'allais vous dire. Nous, on a déjà toutes les factures qui passaient dans nos systèmes. Donc le risque n'est pas pire qu'avant, si ce n'est que dans le cadre de la réforme, mine de rien, on a une obligation à laquelle on n'était pas confronté jusqu'à présent, qui est l'ISO 27001. Donc on a été obligé de se faire certifier. Donc même si on avait déjà tous nos systèmes de sécurité en place, on a une certification complémentaire là-dessus. Mais après, malheureusement, le risque existait déjà avant. Ça augmente la facilité d'identifier et de gérer le risque. L'ISO 27001, ce n'est pas non plus une solution miracle, mais ça donne des process de raisonnement et un référentiel plus intéressant. Oui. Côté Groupama, est-ce qu'il y a des craintes que... Bah oui, parce que quand on fait de l'assurance, c'est qu'on connaît le risque. Ou en tout cas, on essaie de l'anticiper. Donc évidemment, le risque zéro, il ne peut pas exister. Et avec des techniques effectivement de fraude qui évoluent. Mais en revanche, effectivement, quand on fait de l'assurance, on sait aussi faire de la prévention. Et donc on a été aussi attentif, en lien avec Darba notamment, à ce que les solutions proposées par les PA puissent apporter un certain nombre de garanties en termes de sécurité et intégrité des données, même si rien n'est inviolable, évidemment. Sébastien, est-ce que l'actualité des institutions publiques de ces dernières semaines vous fait frémir ou non? Vous pensez qu'il faut... Enfin, l'actualité nous fait toujours frémir en matière de cybersécurité. Enfin, je veux dire, c'est un combat sans fin. Je veux dire, l'administration fiscale, elle est attaquée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des niveaux très compliqués. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement. Je voudrais dire deux choses sur le sujet. Le premier, c'est que c'est pas un des motifs qui nous a guidés à l'époque, mais très vite, c'est un motif
c'est un des bénéfices qu'on a identifié et documenté. La fin d'un portail public central est une énorme protection collective sur le sujet, parce qu'il y avait une cible en matière de cyberattaque qui pouvait bloquer l'économie du pays. Pour les mêmes raisons, d'autres pays sont en train de renoncer à avoir un portail public central. Donc c'est un des gros avantages d'un système plus distribué que celui qu'on a aujourd'hui. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que là on est sous un angle très grandes entreprises. Et du coup, elles disent, en matière de sécurité, il n'y a pas plus, pas moins finalement, parce que j'avais déjà des process. Alors, ils sont un peu plus cadrés, un peu moins cadrés, etc. Le vrai problème de la cybersécurité, de mon point de vue, c'est que la plupart des entreprises de ce pays, elles n'ont pas de responsable de la sécurité, elles n'ont pas de DSI, et qu'en réalité, elles étaient confrontées avant à gérer toutes seules leur flux avec un niveau de menace qui augmente. La gendarmerie nationale a publié des chiffres il n'y a pas très longtemps. Toutes les heures, il y a une PME dans ce pays qui tombe en matière de cybersécurité. 91% des attaques qui marchent, elles arrivent d'un mail. Donc ça veut dire que je ne dis pas que je suis d'accord, on n'est pas du tout inviolable et le système il sera attaqué et on essaiera de se défendre. Et puis ça va être un travail du chat et de la souris comme d'habitude sur les questions de sécurité. Mais on laisse plus une petite entreprise toute seule face à ça, parce qu'on l'oblige à passer par un prestataire, c'est vrai, mais ce prestataire, on est capable de garantir mieux qu'avant la sécurité des données et la souveraineté des données sur un autre aspect qui peut aussi préoccuper. Alors, c'est sûr que si on vient au prisme des petites entreprises ou des PME dont ce n'est pas la priorité, au moins les factures ne seront pas dans le PC, en dessous le bureau, sous la chaise du président. Hein. Donc ça donne finalement une solution un peu plus sécurisée. Et puis alors dans ces arguments, il y a aussi, mais vous ne vous rendez pas compte, les PME, les TPE, le boucher du coin, etc. Je ne sais pas si en tout cas en réception, je pense que ça va faciliter la vie d'une TPE. Qu'est-ce qu'elle fait une TPE? Elle va chercher ses factures télécom des portables de ses commerciaux sur le portail de l'opérateur téléphonique. Et puis alors si en plus elle a une box ou un réseau, elle va chercher cette facture sur un autre portail. L'énergie, c'est encore sur un portail, etc. Et puis si un peu elle a un hébergement cloud, c'est encore sur un portail, etc., etc. Donc en fait, le fait de se dire j'ai tout sur un seul portail qui est celui de ma PA, je pense qu'une TPE va plutôt avoir une vision de ce qu'il faut faire, etc., qui est quand même plus intéressante. Et puis en émission aujourd'hui, vous trouvez des logiciels pour 15 € par mois, 20 € par mois, et puis ça vous fait tout, quoi, hein. Et même certains logiciels, si vous les avez déjà, ça ne vous coûte pas plus cher. Alors évidemment, il y a celui qui est resté sur le carnet à souche. Bon, effectivement, là, il va falloir faire un pas. Mais je pense que ça va l'aider à progresser aussi dans sa gestion. J'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que vous voulez aborder un autre sujet ou est-ce qu'on donne la parole à la salle? C'est bon? Y a-t-il des questions dans la salle? Pardon? Oui, vous voulez finir un commentaire, un mot de la fin avant la... On va donner la parole à la salle alors. S'il y a des personnes qui ont été surprises par nos propos qui souhaitent les compléter. Oui. Faut le mettre vert. Bon, a priori, ça fonctionne. Voilà, là, ça fonctionne bien. Non, c'est pour revenir sur la tolérance. J'ai bien noté sur la slide l'approche bienveillante. À un moment donné, Sébastien, vous aviez dit, je crois, 18 mois. Alors, on se revoit dans 18 mois sur le ton de la plaisanterie. Alors, je ne sais pas si je l'ai noté en tout cas, mais je ne sais pas si c'est à prendre en considération ou pas. Mais voilà. On a parlé de 3-4 sur la période de transition ici. 3-4 mois. Hein. Noté 18 mois. C'est lui qui a raison. C'est lui qui donnera le ton. Vous avez raison. Non, alors, sur les 18 mois, je parlais plutôt de ce que je considère comme être la période pour laquelle ça sera complètement banalisé. Je pense que dans 18 mois, plus personne ne se posera la question. Sur la période de tolérance, alors moi, en fait, c'est un des débats qu'on a. C'est-à-dire que on a une demande et je conçois que ce soit plus facile à raconter qu'est de dire pour tant de périodes, on ne mettra pas de sanctions. Mais je pense qu'en fait, si on fait ça, la logique derrière, c'est de dire que, imaginons qu'on dise, comme on fait les Belges, pendant 3 mois, on ne met pas de sanctions. Théoriquement, en droit, au bout de 3 mois et 1 jour, ça veut dire que nous, on est censé aller mettre des sanctions.
Et donc on se retrouve dans une situation où on serait un peu dans ce qu'on ne veut pas faire, c'est-à-dire une vision un peu aveugle des choses, qui dit on va considérer de la même manière une entreprise qui s'est engagée, qui ne s'est pas engagée, etc. Nous, on est dans une approche où on veut absolument être dans une logique d'individualisation et de traitement par les enjeux. Donc pour être très très clair, on va s'intéresser d'abord aux gros acteurs, en leur demandant où ils en sont quand ils ne sont pas au rendez-vous, et en leur demandant une trajectoire. Et on ne va pas aller voir d'abord le boucher du coin qui n'aurait pas changé sa caisse ou quoi que ce soit. Et donc cette approche-là, en fait, elle n'est pas basée sur le temps ou une durée de transition, elle est basée sur une forme de cohérence avec le secteur d'activité, le secteur économique, la taille, les investissements, la trajectoire. Je prends souvent cet exemple, hein, mais il concerne le secteur public, mais en réalité, le secteur public et le secteur privé sont exposés aux mêmes sanctions. Les lycées agricoles, ils changent l'intégralité de leur système comptable en novembre. Bon. Est-ce que je vais leur faire des évolutions informatiques pour qu'ils fabriquent un module pour gérer des facturations électroniques entre septembre et novembre? Ça n'a pas de sens. Et il y a plein d'entreprises qui sont dans cette situation-là, où clairement, elles nous disent, quand elles viennent nous voir, bah, moi j'arrive en novembre, je leur dis, vous n'aurez pas fait de déclaration de chiffre d'affaires, donc on n'aura pas de comparaison à faire avec les remontées. Donc on viendra vous voir, on viendra discuter avec vous, vous nous donnerez votre trajectoire, et puis ça fait partie de la phase de transition, et c'est la vie normale du sujet. Et donc ça veut dire que là c'est novembre, si c'était février, est-ce que j'aurais pas la même logique? Est-ce que je dis 3 mois, et puis au bout de 3 mois, et puis on a vu que même dans le dialogue, finalement, on a inscrit cette logique de conversation, y compris dans la loi sur la détermination des motivations de sanctions. Donc j'entends ce besoin de borner les choses, mais je crains qu'à borner les choses dans le temps, on finisse finalement par ne pas rendre service aux entreprises dans la manière dont elles vont vivre cette tension de transition. Madame ? Je vais juste vous poser les questions qu'on a reçues en ligne avant de repasser la parole dans la salle. Peut-être une première, parce que ça rebondit sur ce que disait Sébastien, mais je pense que c'est juste une demande de confirmation, pour moi ça allait de soi. Pouvez-vous me confirmer que si nous recevons une facture par les canaux traditionnels et qu'elle est honorée, on pourra la refuser si elle arrive via la facturation électronique, notamment en cas de relance non justifiée, etc. Bien sûr, oui, bien sûr. Il n'y a pas photo. L'idée n'est pas de payer 2 fois la facture. Dommage, ça fait double TVA. Y a-t-il une plateforme pour poser des questions, car notre PA ne sait pas répondre? Pour ceux qui étaient en ligne, je les ai renvoyés vers la hotline, mais est-ce qu'il y a d'autres outils, peut-être sur des niveaux plus techniques? Le FNFE. Oui, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent répondre aux questions. Si la plateforme ne sait pas répondre, effectivement, c'est peut-être une question d'une technicité très avancée, ou c'est peut-être l'interlocuteur au sein de la plateforme qui n'est pas forcément le bon. Mais 0806 806 807, c'est le numéro des impôts, c'est une ligne, un numéro vert. On a des numéros verts. Donc vous pouvez nous appeler sur le sujet. Sinon, Forum national de la facturation électronique, impôts.gouv.fr, de manière générale, il y a quand même beaucoup de réponses. Et on a essayé de mettre en ligne un moteur de recherche intelligent, donc en plus, on devrait les trouver en tapant quelque chose dans la barre d'adresse. Et Vincent, tu recommandais Oui, merci Sébastien. Donc le FNFE, il y a aussi une FAQ, il y a des fiches, il y a un forum. Alors il faut être membre pour faire partie des questions, mais vous posez, même si vous n'êtes pas membre de ce forum, si votre entreprise n'a pas cotisé, vous posez des questions qui arrivent au FNFE par le site, et en général il y a un expert quand même qui va répondre. Dernière question de mon côté. La question est un peu ouverte, mais vous comprendrez le sens. Comment va se passer la liaison entre les PA et Chorus Pro pour les factures qui doivent passer par ce canal? C'est vrai qu'on en a peu parlé finalement du secteur public. Ça va bien se passer. Le principe, c'est que il y a pendant quelques années, quelques mois, quelques années là, il y a un raccordement autonome, c'est-à-dire que toutes les plateformes, pour être plateformes, vont devoir se raccorder à Chorus Pro. Et puis, ça va se normaliser. Chorus Pro va devenir une plateforme comme les autres, et donc elle va être jointe au travers de PayPal, comme n'importe quelle autre plateforme. Donc ça, c'est un sujet plutôt de moyen terme. Mais donc, on est vraiment dans... La logique, c'est de banaliser Chorus Pro. Donc vous pourrez continuer à utiliser Chorus Pro historique, au moins pendant tout le temps de cette transition. Vous pourrez continuer à utiliser avec les formats historiques, le Chorus Pro historique.
mais la cible, c'est bien que vous l'utilisiez qu'un client public soit un client comme les autres au travers de votre plateforme d'émission habituelle. Et que le invoicing qui est généré soit comme les autres pour arriver au secteur privé, au secteur public. Madame ? Bonjour. On a beaucoup parlé de invoicing, mais je crois que le volet de la réforme, on a un deuxième volet qui est le e-reporting. On n'en a pas beaucoup parlé et on n'a notamment pas évoqué le sujet du pré-remplissage. Alors, la journée de la facturation électronique, on avait dit que ce n'était pas un sujet très prioritaire par rapport aux autres sujets. Je voulais savoir où on en était sur ces sujets-là. Surtout le e-reporting, parce qu'on ne l'a pas évoqué et je pense que beaucoup de sociétés sont concernées. Merci. Moi, ce que j'ai compris, puis je laisserai Sébastien compléter, c'est que le e-reporting est quand même un élément important. De toute façon, quand vous savez faire du invoicing, vous savez faire du e-reporting. Maintenant, il y a effectivement pas mal de petits cas, surtout en entrant, puisqu'en entrant, vous allez recevoir des PDF, donc d'extraire les données qui permettent de remplir le e-reporting, pas toujours évident. Donc j'ai cru comprendre qu'il y aurait le droit quand même, encore une fois sur cette période de tolérance, de se roder. Mais je pense qu'il est important de l'envoyer, même s'il y a quelques petites erreurs dedans. Le pré-remplissage ne va pas arriver tout de suite, c'est pas avant 2028-2029, donc de toute façon, vos comptables vont faire leur CA3 comme ils le font aujourd'hui. Et si par exemple, je prends l'exemple des importations, normalement les importations ne sont pas dans le e-reporting. Bon, si au début vous ne savez pas trop extraire les importations, vous n'êtes pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit un grand malheur s'il y a quelques importations qui arrivent dans le e-reporting au départ. En fait, le sujet du e-reporting, c'est un sujet qui est lié vous avez raison, on en parle peu dans la réforme. Il y a deux raisons, à mon avis, à ça. Le premier, c'est que, contrairement à la facture, on ne se figure pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'idée complètement d'un objet qu'on viendrait digitaliser. Et par rapport à notre manière de fonctionner de manière générale, quand on parle de transformation numérique, c'est un handicap pour bien comprendre le sujet. Souvent, du coup, les gens nous disent « mais il nous manque plein d'entrants pour faire le e-reporting ». C'est la seule chose qui n'a pas bougé depuis 2022. Donc, on est sur quelque chose de très stable, mais qu'on a du mal complètement à se figurer comme objet. La deuxième chose, c'est que c'est vrai, le e-reporting, ses intérêts sont uniquement dans les allègements de friction avec l'administration et dans l'uniformisation des données qui remontent au comptable. Donc ça veut dire qu'à l'inverse de la facture, on n'a pas ces enjeux de trésorerie immédiate d'échange qui mettent de la pression sur le sujet de septembre. Donc, pour moi, le e-reporting, c'est un sujet qui est en train en fait, de monter en maturité de manière un peu plus sourde. Pour être très, très clair, je pense qu'on va arriver à quelque chose qui va être... il y aura effectivement des erreurs au démarrage, comme pour les factures d'ailleurs, et on va avoir la même approche, c'est-à-dire on préférera toujours quelqu'un qui envoie quelque chose à quelqu'un qui n'envoie rien du tout. Et oui, en exploitation, on va regarder la qualité de ce qui arrive. Sur le pilote, il y a des e-reporting qui arrivent. Il y en a peu, mais il y en a quelques-uns. Et en fait, on sent qu'ils sont d'une bonne qualité. Là où il y a un vrai enjeu, c'est sur le e-reporting B2C, dont on sent bien qu'il ne va réellement arriver qu'au moment où l'essentiel des commerçants vont être concernés par le sujet. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui voient ça plutôt septembre 2027, même s'il y a des grandes entreprises, je pense à la grande distribution, qui sont confrontées à la nécessité de le produire maintenant. Et ensuite, le e-reporting, il a une dernière chose avant de passer la parole peut-être aux collègues qui sont confrontés à la question, mais une dernière chose quand même, c'est que le e-reporting, il y a plein de façons de le faire. C'est-à-dire que la façon la plus naturelle, et je pense qu'il va se généraliser, c'est d'avoir quelque chose qui part directement des endroits où sont produits les flux économiques. Mais on a aussi une forte tolérance à produire ça à d'autres endroits, et donc notamment dans les zones de centralisation. Et donc ça veut dire parfois chez le comptable, parfois dans le RP, etc. Et donc cette diversité de situations fait que je pense que ça va se normaliser un peu, mais moi ça m'inquiète pas trop qu'on en parle moins. C'est surtout parce que quand on prend un exemple, on parle toujours de factures, etc. Si on commence à dire qu'un e-reporting, quand même, ça ressemble beaucoup à un Z de caisse, ben on se rapproche d'un objet qu'on connaît un peu et dont on voit bien quels sont les enjeux de modélisation et de modernisation à court terme. Et puis sur le sortant, si on sait faire un invoicing, on a toutes les données incluses du e-reporting dedans. Le problème opérationnel pour les entreprises, c'est souvent l'entrant. Je reçois des PDF, j'essaie d'extraire. Mince, je ne peux pas remplir toutes les données. Nous, on en fait plein. Du coup, on les bouchonne, on met des règles de transco du mieux qu'on peut pour dire, voilà, on va quand même remplir quelque chose. Je ne sais pas comment vous faites, chez Sanofi ou chez Groupama.
Ce que vous disiez, Sébastien, me fait écho à ce qu'on va faire, hein, c'est-à-dire à la source, donc le RP. Et enfin, je ne veux pas avoir une approche trop réductrice de la question, mais ça n'est ni plus ni moins qu'une combinaison de données transactionnelles et de master data qu'on a déjà plus ou moins. Alors le cas du PDF à transformer en OCR ou pas, bon, vous l'évoquez, ok, mais normalement on a tout ce qu'il faut dans la compta. Cela étant, je me permets de tempérer quand même pour préciser que ça reste, en tout cas chez Groupama, et je crois que c'est aussi à partager sur la place, quand même un des éléments les moins stabilisés en termes de développement à ce stade. Côté opérateur, quand vous abordez le reporting avec vos clients? Alors, ce qu'on constate, c'est que les clients traitent d'abord les factures. Ça, c'est clair. Et après, ils s'attaquent au e-reporting. Ceux avec qui on a déjà travaillé sur le e-reporting, on reçoit des choses qui sont tout à fait satisfaisantes et qui sont conformes, quoi. Donc, il n'y a pas de sujet particulier, mais c'est plutôt une étape 2. Question au fond, oui. Bonjour, Thomas Chapreau pour la Fédération bancaire française. Je ne vais rien dire que tu ne saches pas déjà, Sébastien. Moi, je voulais réalerter et rappuyer sur ce que vient de dire Madame sur le e-reporting. Vraiment, nous, côté établissement bancaire, les établissements sont vampirisés par la facturation électronique. La question du e-reporting, alors je dirais pas qu'elle n'est pas exploitée parce que c'est pas vrai, hein, les sujets sont traités, etc. Mais il y a quand même un certain nombre de points qui posent des difficultés, c'est notamment pour les opérations internationales, où pour le coup c'est très compliqué. Il y a encore plein de solutions qui ne sont pas identifiées. Les débats en commission AFNOR sur les sujets, et le sous-groupe 3 particulièrement, ont quand même été un peu restreints encore, et notamment sur les problématiques de normes. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas encore stabilisées à ce stade. Et c'est un vrai sujet d'inquiétude, en tout cas pour les établissements bancaires qui sont fortement... c'est une obligation qui est assez structurante pour eux. Donc je sais que le report est un gros mot, mais voilà, il y a quand même, il faut quand même réfléchir sur cet aspect-là. Le second point sur lequel je voulais insister, c'est un point de théorie de pratique de la facturation électronique. On a vu que effectivement, il y a des choses qui se traitaient hors des cycles de vie et qu'on pouvait parfaitement rattraper des choses dans les comptabilités, dans les systèmes d'information, d'exploitation des entreprises, très bien. Ça, c'est quand même ce qui va bien en théorie. En pratique, on voit que les choses sont quand même beaucoup plus imbriquées et notamment que les choses sont quand même beaucoup plus complexes à segmenter. Et notamment, nous, on a un sujet qui est structurant. Sébastien Xé, on en a parlé de multiples reprises avec lui, c'est la question des refus de factures qui sont extrêmement compliqués à gérer en comptabilité. On sait que ça doit être géré hors des cycles de vie, sauf que dans les comptabilités des établissements bancaires, c'est compliqué d'aller rattraper une facture qui a été annulée en cycle de vie et certains établissements ne peuvent pas gérer ces points-là. Donc voilà, simplement je voulais juste insister qu'il y a des sujets qui apparaissent peut-être clairs quand on lit la norme, mais dans l'application de la norme, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Juste pour préciser, vous parlez des refus abusifs, là. Du refus qui n'aurait pas dû être un refus. Alors, on a une problématique particulière dans les établissements bancaires, c'est qu'il y a une partie significative des factures qui sont prélevées directement sur les comptes des clients. Et il se peut qu'on ait des cas où la facture a déjà été payée, a déjà été prélevée sur le compte du client avant son émission. Ça relève d'un historique particulier. On avait un certain nombre de documents qui valaient facture et qui ne valent plus facture maintenant avec la réforme. Et donc ce paiement, d'aller rattraper ce paiement en comptabilité, c'est extrêmement complexe à gérer et c'est une difficulté qui est structurante pour les établissements. Voilà. Donc c'était juste un exemple pour vous montrer les difficultés pratiques qui pouvaient relever de l'application stricte de la norme. Voilà. Oui, bah, peut-être un mot sur ces deux sujets. Alors je commence par le refus. Je pense que sur ces sujets-là, il faudra voir un peu quelle est la pratique. C'est-à-dire que
Je suis assez d'accord pour dire qu'il y a suffisamment de statuts existants dans la norme pour faire autrement que des refus systématiques et abusifs. Mais il y a une inquiétude de la part d'un certain nombre d'acteurs, et puis il y a une portée qui est donnée au refus en droit, qui est une portée un peu différente. Je me rappelle d'une séance de la FBF où je suis venu et où il y avait quelqu'un qui disait finalement c'est donner le droit de vie ou de mort dans sa propre comptabilité au destinataire de la facture. Je peux le dire très nettement, c'était ni l'intention du législateur que j'ai rencontré plusieurs fois, ni l'intention des personnes qui ont écrit la norme de donner ce pouvoir-là ou de changer ça. Pour être très clair, on n'est pas en train de dématérialiser ou de changer les process de contentieux sur les factures, on est simplement en train d'essayer de faire discuter les systèmes. D'ailleurs, je pense qu'en EDI, c'est quelque chose qui existait déjà et à qui vous n'aviez pas donné cette portée-là. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi les choses sont pensées comme ça par un certain nombre d'acteurs. Et puis surtout, il faut qu'on arrive à rendre les choses plus pratiques si jamais ça pose un problème à quelqu'un. Pour être très clair, si j'ai été prélevé et que parce que je fais une fausse manip ou parce que j'ai envie de nettoyer ma bannette, j'appuie sur refuser sur 12 factures qui sont dans mon truc, il est hors de question que l'ensemble des entreprises à l'origine des factures aient besoin de faire des avoirs, de changer leur compta, etc. Ce n'est pas du tout l'idée de la réforme et ça serait absolument impraticable. Donc il faut trouver comment faire pour que ça n'aboutisse pas à ça. Sur l'autre question qui était redis-moi. Ah, sur le e-reporting. Oui, non. Alors, moi, il n'y a pas de tabou sur l'idée d'un report du e-reporting. Nous, on pense que le report, ça n'est pas la bonne option. Et juste un mot sur le sujet. Je pense qu'il fallait concevoir tout en même temps. Et donc certains me disent, on aurait pu le concevoir en même temps, mais le mettre en application déportée dans le temps en disant, on l'applique que dans 3 ans. D'expérience, je vous le dis, quand on essaye de concevoir un truc qui commence pas la semaine prochaine, en fait, personne ne s'en occupe. Donc ça veut dire que le sujet du e-reporting est un sujet sur lequel je fais le même constat. De fait, ça n'est pas la priorité des entreprises dans un certain nombre de cas. On va apprendre à vivre avec. Et donc il va falloir nous faire confiance sur le fait qu'on ne va pas débarquer le 2 septembre en vous demandant pourquoi il n'y a pas du e-reporting sur 100% du schéma. Mais je veux dire, on va vous l'écrire, on va vous dire ce que vous voulez, mais reporter l'application, moi je n'y crois pas d'un point de vue pratique. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va continuer la transition. Donc, mais c'est un vrai débat c'est un débat de façon de faire. Je veux dire, tout le monde a conscience que le e-reporting est moins mûr que l'e-invoicing, c'est certain. Déjà d'avoir enlevé les lignes, bon. Ça fait partie. On a à peu près toute l'écriture qui permet de. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'une facture, à partir du moment où on la paye et où on l'intègre en comptabilité, ça veut dire qu'on a quelques éléments normalement qui existent quelque part dans nos systèmes. Donc on a essayé de réduire les éléments demandés à ceux qui rentraient dans le système comptable. Ça, c'est la transition qu'on avait fait, notamment à la demande des organisations et du MEDEF à l'été dernier. Donc je pense qu'on a fait une partie du voyage. C'est sûr qu'il y a une partie du chemin qui devra être fait par les entreprises et dont on sent bien que ce n'est pas la priorité du moment. Donc dans ce grand tout de la réforme de la facturation électronique, on va être tolérant sur cet aspect-là autant que sur le reste, mais c'est sûr qu'à un moment, il va quand même falloir y aller. Ouais. Et sur le refus avec prélèvement, alors vous n'êtes pas tout seul, les opérateurs télécoms, ils craignent ça beaucoup aussi, puisqu'ils sont sur prélèvement, les opérateurs d'énergie aussi. Il y a les petits malins qui contestaient jamais les factures, puis maintenant qui vont les refuser après coup. Donc il y a une surveillance et puis il y a une mise à jour des contrats, des conditions générales de vente. Il y a beaucoup d'opérateurs télécoms qui commencent à dire je vais mettre une clause en disant que si jamais c'est un refus abusif, je me donne le droit alors soit de renvoyer la facture avec le même délai de paiement, ça c'est le refus à 44 jours, non il n'est pas fondé donc je te renvoie une facture avec une journée de délai de paiement à la rigueur. Ou alors, effectivement, après prélèvement, d'avoir des clauses qui disent de toute façon, ça sera nul et non avenu. Donc, je ne suis pas compétent et je ne suis pas juriste et je n'ai pas le droit de faire du droit. Mais ils ont trouvé une alternative par un renfort des conditions générales de vente pour intégrer un cas bien précis. Je refuse une facture alors qu'elle a été prélevée et qu'en plus, elle est fondée. Oui. Dernière question dans la salle et puis après, on va prendre les échanges. Merci beaucoup. Donc, je poursuis sur le sujet e-reporting parce que nous, c'est ce qui nous préoccupe le plus en ce moment. Il y a 2 catégories de données, les données de paiement et les données de transaction. Les données de paiement, nous, on les retrouve effectivement dans l'ERP qui sert au règlement, à la comptabilité. On peut les avoir. Par contre, les données de transaction,
les mentions obligatoires exigées par les réformes en fait, sont présentes sur les factures que nous on reçoit. Ces factures proviennent de pays à l'international non soumis aux réglementations e-invoicing et reporting. On n'a pas l'intégralité des données qui sont demandées par ce volet de la réforme. Je pense qu'on les aura pas tant que ces pays-là ne seront pas passés à la réglementation. Donc même si on fait nos déclarations, on aura des champs vides. Alors tout à l'heure vous parliez de les bouchonner. Je suis preneuse de savoir avec quoi est-ce qu'on peut les bouchonner qui soient fiscalement acceptables. Mais j'ai des craintes sur le fait qu'on réussisse à respecter réellement à la lettre ce volet de la réforme, même une fois qu'on aura fini nos développements et qu'on saura émettre des flux. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être sanctionné sur ça, sachant que ça ne dépend pas que de nous, mais aussi des factures qu'on reçoit et des mentions qui sont présentes dessus? Alors, il y a un premier principe qui guide la manière dont on a créé le régime de sanctions sur la facturation électronique, mais de manière générale, c'est le code des relations entre les usagers et l'administration. C'est que vous ne pouvez pas être sanctionné pour quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. Donc ça, c'est quand même un principe général, j'en profite. Donc ça veut dire que si votre éditeur est en retard, etc., il convient que l'administration ait prévu des sanctions liées à l'éditeur. Si, je veux dire, on est plutôt dans un autre schéma que, ça c'est un schéma général. Ensuite, sur le cas particulier, moi je serais assez preneur d'entrant parce que la réalité c'est qu'on a, nous, on a essayé de limiter ce qui est demandé en e-reporting sur le B2B entrant à des données qui sont disponibles. Et on n'a pas mis de filtre de normalisation parce que, évidemment, quand vous avez une donnée qui arrive, vous parliez de mentions obligatoires par exemple, on n'a pas demandé avoir des mentions obligatoires en référence, par exemple, sur les taux de TVA ou sur les lignes de mentions obligatoires qu'on exige en facture sortante. On ne les exige pas en facture entrante, précisément parce que elles n'existent pas toujours en fait. Tout le monde n'a pas le même niveau, indépendamment de la question de la facture électronique, tout le monde n'a pas le même niveau de législation. Et donc on est dans un schéma où le principe c'est quand même que c'est des objets qui peuvent être parfois un peu des objets un peu non identifiés, et donc du coup on ne peut pas vous demander plus. On a retiré les lignes et les libellés de lignes parce que les gens nous disaient oui mais vous comprenez, faire de l'acquisition de données en coréen où c'est extrêmement compliqué, on n'a pas forcément les outils, etc., on va faire des erreurs. On dit ok. Là où on n'a pas cédé, c'est sur qui vous facture, pour combien, et s'il y a de la TVA dessus. Pourquoi on ne cède pas là-dessus? Parce qu'on pense qu'à partir du moment où vous mettez une facture en paiement, c'est des éléments que vous devez avoir quelque part chez vous, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, grosso modo, il faut nous le dire, parce que ça nous permet d'avoir une vue complète qui permet plein de choses, le pré-remplissage, l'allègement des enquêtes de l'INSEE, la capacité à savoir ce qui se passe dans ce pays de manière contemporaine pour venir alimenter les débats publics. Enfin, je ne vous refais pas l'article de la facturation électronique. Donc ça veut dire qu'on a renoncé à tout ce qui nous paraissait comme bloquant. S'il y a des choses sur lesquelles on aurait dû renoncer et sur lesquelles on n'a pas renoncé, dites-le nous, on discute. Mais nous, le principe, c'est que le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on a fait on a essayé de faire les pas qu'on pouvait sur ce sujet. Il reste une question, c'est est-ce que il fallait tout faire en même temps? Là-dessus, je me suis expliqué. Moi, je pense qu'en fait, tous ceux qui l'ont fait séparément, ils vont payer la facture en faisant une nouvelle réforme 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard pour faire ça. On verra à la fin, au moment de l'application de VEDA, si j'avais raison ou si c'est les Belges qui avaient raison. Mais le fait est que, de toute façon, à horizon 5 ans, il faudra que tout le monde soit capable de le faire, y compris nous. Nous, on pense qu'il faut tout faire en même temps. Des petits exemples, et puis peut-être que côté PA, ce qui est compliqué, c'est le type de facture, le cadre de facturation et la date d'éligibilité de la TVA quand c'est pas marqué sur la facture PDF qui vient de je ne sais où. Et donc effectivement, quand je disais bouchonner, c'est qu'en fait on va voir en compta, parce qu'avec les groupes taxes, etc., on arrive à déduire si c'est une écriture dans les groupes taxes de biens ou dans les groupes taxes de services parfois. Et sinon, le client en question, il a pris une table de transco, il prend l'hypothèse la moins défavorable pour la DGFiP. Et puis il remplit comme ça ses factures et il envoie son e-reporting, quoi. Je crois qu'on va s'arrêter là pour les débats en salle. Parce que ce qu'on constate, c'est que sur la facturation électronique, on pourrait tenir des heures. Et pour tous ceux qui ont assisté à des réunions de la commission AFNOR, vous savez que c'est possible. C'est tout à fait possible. Donc il reste quelques questions qui sont sur le chat qui ont été posées en ligne.
et dont certaines sont très sectorielles. Donc on se propose avec le MEDEF de les centraliser et on les relaiera à l'administration. Donc vous aurez des réponses. Et pour ceux qui sont en salle, donc je vous propose de poursuivre ces échanges de manière informelle à l'extérieur autour d'une pause sucrée. Alors merci infiniment à tous les membres du panel. Merci à Sébastien Rabineau pour cet échange. Je pense qu'il était très utile à cette étape de la réforme. Merci.